Quand j'ai ouvert la porte, cet après-midi gris d'octobre à Lyon, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Julien se tenait sur le seuil, son pardessus sombre légèrement humide de la bruine française, mais ses yeux fuyassaient les miens d'une manière étrange. « Bonjour, Claire », a-t-il murmuré, en m'embrassant le visage avec moins de conviction que d'habitude. Sophie est apparue derrière moi, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bruns. Je les ai conduits à la salle à manger, où j'avais préparé notre traditionnel repas dominical. Un bœuf bourguignon qui mijotait depuis le matin, accompagné de baguettes encore chaudes de la boulangerie du coin. Le riche arôme du vin rouge et des herbes emplissait la maison. Mais malgré cela, je sentais une tension palpable dans l'air. Tandis que je servais le vin dans des verres en cristal, ayant appartenu à ma grand-mère, j'ai observé Julien qui jouait nerveusement avec sa fourchette, ses doigts tambourinant sur la table en chêne que mon défunt mari avait construite de ses propres mains des décennies auparavant. La conversation pendant le déjeuner a été forcée, ponctuée de silences inconfortables qui semblèrent s'éterniser. Sophie parlait de son travail à la bibliothèque municipale, mais ses mots sonnaient creux, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Julien, quant à lui, répondait par des monosyllabes à mes questions sur son emploi à la banque, ses yeux se détournant constamment vers le téléphone qu'il gardait face cachée à côté de son assiette. Quand j'ai mentionné nos projets de vacances d'été en Provence, j'ai vu Sophie et Julien échanger un regard rapide et lourd de sens. C'est à ce moment-là que mon instinct phtaque maternel, aiguisé par des décennies d'expérience, a commencé à sonner l'alarme. Je connaissais ma fille depuis qu'elle avait fait ses premiers pas dans cette même maison, et je savais reconnaître quand quelque chose la perturbait. La façon dont elle jouait avec son alliance, la faisant tourner nerveusement à son doigt, confirmait mes soupçons croissants qu'il y avait des secrets gardés autour de cette table familiale. Les jours suivants, je me suis transformée en détective involontaire, observant de petits détails qui auparavant passaient inaperçus. Lors de nos promenades matinales au parc de la Tête d'Or, Sophie semblait distante, ses pas moins animés que d'habitude, tandis que nous contournions le lac Miroir. Quand nous visitions le marché des Halles de Lyon, elle ne prêtait presque aucune attention aux étals de fromages artisanaux et de charcuterie qu'elle adorait tant. C'est un après-midi de jeudi, alors que je me promenais dans les rues pavées du Vieux-Lyon, que j'ai remarqué Julien, sortant précipitamment d'un café de la place du Change. Il parlait au téléphone à voix basse, sa main libre gesticulant nerveusement, complètement inconscient de ma présence à quelques mètres de là. Je me suis cachée derrière une colonne gothique de la cathédrale Saint-Jean, et j'ai observé comment il regardait constamment autour de lui, comme quelqu'un qui craint d'être découvert. Quand il a finalement raccroché, son visage affichait une expression que je n'avais jamais vue. Un mélange de culpabilité et d'excitation qui m'a glacé le sang. La confirmation de mes pires soupçons est arrivée un soir pluvieux de novembre, lorsque j'ai décidé de suivre discrètement Julien dans les rues mouillées de Lyon. Il avait menti à Sophie en disant qu'il travaillait tard, mais je l'ai vu quitter la maison à une heure suspecte, trop bien habillé pour de simples heures supplémentaires au bureau. J'ai gardé mes distances pendant qu'il marchait le long des rives du Rhône, la pluie fine créant des halos dorés autour des réverbères art nouveau. Mon cœur battait fort tandis que je le regardais entrer au 9e art, un restaurant élégant que je connaissais bien pour ses critiques gastronomiques exceptionnelles. À travers les fenêtres embuées, j'ai pu le voir s'installer à une table réservée, et quelques minutes plus tard, une femme blonde et élégante la rejoint. Ils se sont embrassés intimement, leurs mains s'entremêlant sur la table recouverte de lin blanc. Le son étouffé des rires et des couverts qui résonnaient du restaurant contrastait cruellement avec la tempête qui se formait dans ma poitrine. À ce moment-là, j'ai su qu'il faudrait que je le confronte avant qu'il ne détruise complètement le cœur de ma fille. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien d'une voix soigneusement contrôlée, l'invitant à prendre un café dans ma cuisine. Il est arrivé ponctuellement à 9h, l'air légèrement nerveux, mais essayant toujours de maintenir sa façade de gendre parfait.
J'ai préparé du café dans mon vieux percolateur en aluminium, l'arôme fort remplissant l'air, tandis que j'organisais mentalement les mots qui allaient tout changer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même où Sophie avait fait ses devoirs pendant tant d'années, où nous avions célébré des anniversaires et partagé joie et peine familiale. Julien essayait de tenir une conversation anodine sur le temps et le travail, mais je pouvais voir de petites gouttes de sueur perler sur son front, malgré la fraîcheur de cette matinée d'automne. Finalement, j'ai posé ma tasse de café sur la soucoupe, avec un bruit délibéré. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit d'une voix ferme, qui a coupé l'air comme une lame. « Vous avez choisi la mauvaise personne à tromper. » Le silence qui a suivi a été assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de la vieille horloge murale et le son lointain du trafic matinal dans les rues de Lyon. La confession qui a suivi fut douloureuse, mais nécessaire. Julien s'est effondré comme un château de cartes, admettant non seulement la trahison, mais aussi des mois de mensonges et de déceptions. Ses mains tremblaient tandis qu'il tentait d'expliquer l'inexplicable, ses excuses sonnant creux dans l'air lourd de la cuisine. J'ai appelé Sophie immédiatement, et bien que son monde se soit effondré à ce moment-là, j'ai aussi vu une lueur de soulagement dans ses yeux. Enfin, ses soupçons se confirmaient. Les jours suivants, nous avons marché ensemble le long des rives de la Saône, parlant de douleur, de pardon et de nouveaux départs. Sophie a décidé qu'elle méritait mieux, et je l'ai entièrement soutenue dans sa décision d'aller de l'avant. Tandis que je regardais ma fille retrouver sa force et sa dignité, je me suis sentie fière d'avoir eu le courage d'affronter la vérité. Parfois, être mère signifie être la voix que personne ne veut entendre, mais que tout le monde doit écouter. Et en cette froide matinée de novembre, mes mots n'ont pas seulement révélé une trahison. Ils ont libéré ma fille pour qu'elle trouve le bonheur qu'elle méritait vraiment. L'hiver est arrivé tôt à Lyon cette année-là, et avec lui une clarté inattendue dans nos vies. Sophie était revenue vivre temporairement à la maison, occupant sa chambre d'adolescente que j'avais gardée intacte toutes ces années. C'était étrange mais réconfortant d'entendre à nouveau ses pas sur le parquet le matin. Pendant le petit déjeuner, tandis que nous mangions des croissants frais et buvions du chocolat chaud, nous parlions de ses projets futurs, avec une honnêteté que nous n'avions pas connue depuis des années. Elle avait décidé de demander le divorce et était déterminée à reconstruire sa vie sans hâte ni pression extérieure. « Maman », m'a-t-elle dit un matin glacial, tandis que le givre recouvrait les fenêtres de la cuisine. « Merci d'avoir été courageuse quand je ne pouvais pas l'être. » Ces mots m'ont profondément touchée, me rappelant que parfois l'amour maternel exige des décisions difficiles. Observer ma fille retrouver son estime de soi jour après jour était comme regarder une fleur s'épanouir lentement après un hiver rigoureux. Chaque petit sourire authentique étant une victoire contre la douleur que Julien avait causée. Les semaines suivantes ont apporté une routine nouvelle et réconfortante. Sophie est retournée travailler à la bibliothèque avec un enthousiasme renouvelé, se plongeant dans les livres comme si elle cherchait des réponses dans les pages jaunies des classiques français. Moi, de mon côté, j'ai redécouvert le plaisir de cuisiner pour quelqu'un qui appréciait vraiment chaque plat. Je préparais ses soupes préférées, veloutées de potiron avec crème fraîche, soupe à l'oignon gratiné avec du fromage gruyère fondu, emplissant la maison d'arômes qui évoquaient des souvenirs heureux de son enfance. Les après-midi libres, nous nous promenions sur les collines de Fourvière, admirant la ville s'étendant sous nous comme une mosaïque de toits rouges et de rues sinueuses. Pendant ces promenades, Sophie a commencé à parler de ses rêves mis de côté. Peut-être étudier la littérature comparée, ou qui sait, ouvrir une petite librairie dans le quartier Saint-Paul. « Tu sais, maman », a-t-elle dit un après-midi ensoleillé de décembre, alors que nous observions la Saône serpenter à travers la ville. « Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir rêver à nouveau. » C'était exactement ce que je voulais entendre, ma fille retrouvant sa voix,
et ses ambitions. Julien a tenté à plusieurs reprises de la contacter, laissant des messages désespérés sur le téléphone fixe et apparaissant inopinément à la porte de la maison. Lors d'une de ces occasions, un après-midi pluvieux de janvier, il a frappé à la porte avec des fleurs fanées à la main, les yeux rouges et la barbe mal rasée, dénonçant des nuits blanches. « Claire, j'ai besoin de parler à Sophie », a-t-il imploré, des gouttes de pluie coulant sur son manteau trempé. Je suis restée ferme sur le seuil, bloquant son entrée. « Elle ne veut pas vous voir, Julien. Vous avez fait votre choix cette nuit-là au restaurant. » Son expression de désespoir m'a presque émue, mais je me suis souvenue de la douleur dans les yeux de ma fille quand elle avait découvert la trahison. « S'il vous plaît, » a-t-il continué. C'était une terrible erreur. J'aime Sophie. Je l'ai toujours aimée. J'ai fermé la porte doucement, mais avec détermination. À travers la fenêtre, je l'ai observée rester debout sous la pluie pendant de longues minutes avant de finalement partir. Je savais que Sophie avait besoin de ce temps et de cet espace pour penser ses blessures sans interférence. Parfois, protéger ceux que nous aimons signifie être inflexible quand le monde exige notre compréhension. Le printemps a apporté des changements inattendus et prometteurs. Sophie avait rencontré Marc, un professeur d'histoire à l'université, lors d'une conférence sur la littérature médiévale à la bibliothèque. Il était gentil, intellectuel, avec des yeux bleus sincères, qui rappelaient la mer Méditerranée les jours calmes. Contrairement à Julien, Marc l'écoutait vraiment, s'intéressant sincèrement à ses opinions sur Balzac et Zola. Quand Sophie l'a amené dîner pour la première fois, j'ai préparé mon célèbre coq au vin, assaisonné de thym frais de mon petit jardin. La différence était palpable. Marc a aidé à mettre la table sans qu'on le lui demande, a sincèrement complimenté la décoration de la maison. Et plus important encore, il faisait rire Sophie de manière spontanée. Pendant le dessert, une tarte tatin légèrement trop caramélisée, il a raconté des histoires amusantes sur ses étudiants universitaires. Et j'ai vu dans les yeux de ma fille une étincelle qui s'était éteinte au cours des derniers mois, avec Julien. « Ah, il est différent, maman », m'a confié Sophie plus tard, tandis que nous faisions la vaisselle ensemble. Avec lui, je me sens moi-même à nouveau. C'était tout ce qu'une mère pouvait souhaiter entendre. À la fin du printemps, Sophie a pris une décision qui m'a remplie de fierté. Elle s'est inscrite à un master en littérature française à l'université Lyon 3. Elle avait économisé de l'argent pendant des années, rêvant de cette opportunité que Julien avait toujours découragée, la jugeant impraticable et inutile. Maintenant, libérée de ses limitations, elle se préparait à se plonger dans ses études avec la passion de quelqu'un qui a redécouvert son but. Marc la soutenait entièrement, lui offrant de l'aider dans ses recherches et même suggérant des sujets intéressants pour son mémoire. Un après-midi ensoleillé de mai, tandis que nous prenions le thé dans le jardin au milieu de mes roses épanouies, Sophie a tenu ma main et a dit « Maman, merci de m'avoir montré que je méritais mieux. » Ces mots m'ont profondément touchée, me rappelant pourquoi j'avais été si dure ce jour fatidique où j'avais confronté Julien. Voir ma fille refleurir, poursuivre ses rêves avec une détermination renouvelée, confirmait que notre douleur en avait valu la peine. Parfois, le plus grand acte d'amour est d'aider quelqu'un à trouver sa propre force, même si cela signifie affronter des vérités douloureuses. Aujourd'hui, 2 ans après cette confrontation décisive dans la cuisine, j'observe Sophie aménager son propre appartement dans la presqu'île, un petit espace lumineux où elle et Marc ont construit un foyer basé sur le respect mutuel et des rêves partagés. Elle a défendu son mémoire sur « Les héroïnes silenciées dans la littérature du XIXe siècle » avec mention et travaille maintenant à temps partiel à la bibliothèque tout en préparant son doctorat. Marc l'a demandé en mariage le Noël dernier, lors d'une proposition simple mais sincère dans notre jardin, parmi les camélias qui fleurissent en hiver. Quand on me demande si je regrette d'être intervenue ce jour-là, je réponds toujours la même chose. Une mère doit protéger ses enfants,
non seulement des dangers physiques, mais aussi des personnes qui diminuent à leurs rêves. Julien vit aujourd'hui avec cette femme blonde du restaurant, et j'ai appris par des connaissances mutuelles qu'il demande encore des nouvelles de Sophie parfois. Mais ma fille a tourné la page, construisant une vie authentique basée sur ses propres valeurs. Ce matin froid où j'ai dit « Vous avez choisi la mauvaise personne à tromper », je ne faisais pas seulement que défendre Sophie. Je défendais son droit d'être aimée, véritablement, de poursuivre ses rêves sans limite et de construire un avenir digne de qui elle est vraiment. L'automne suivant apporta de profondes réflexions sur les choix qui avaient façonné nos vies. Par un après-midi doré de septembre, alors que je marchais seule le long des rives du Rhône, je pensais à la façon dont une seule phrase peut altérer le cours de tant d'existence. Les feuilles des platanes commençaient à dorer, créant un tapis craquant sous mes pieds. Et l'air portait cet arôme caractéristique de Lyon en automne. Un mélange de châtaignes grillées, de feuilles séchées et la promesse de vin nouveau. Je m'arrêtais sur un banc près du pont Bonaparte, observant les bateaux touristiques glisser lentement sur l'eau, et me rappelais combien de fois Sophie et moi avions fait cette même promenade quand elle était petite. Maintenant, elle construisait sa propre famille, ses propres chemins. Un message d'elle arriva pendant que je contemplais le fleuve. « Maman, Marc et moi voulons te parler ce soir. Nous avons une nouvelle spéciale. » Mon cœur s'accéléra d'anticipation. Je savais que, quels que soient les nouvelles, elles seraient le fruit de décisions conscientes et mûries, bien différentes des choix impulsifs que sa génération précédente avait faits. La nouvelle que Sophie et Marc partagèrent ce soir-là transforma ma perspective de l'avenir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Assis dans le salon, les rideaux de lin filtrant la douce lumière des lampes que j'avais héritées de ma mère, ils me dirent qu'ils attendaient un bébé. Sophie rayonnait d'une sérénité qui contrastait fortement avec l'anxiété qu'elle avait montrée durant les derniers mois de son mariage avec Julien. « Ce sera une fille », dit-elle, ses mains reposant instinctivement sur son ventre encore petit. Marc tenait sa main avec une tendresse sincère, ses yeux brillants d'une émotion que je reconnus immédiatement. C'était le même regard que mon défunt mari avait eu quand il avait su qu'il allait être père. « Nous voulons l'appeler Élise, comme ta grand-mère », continua Sophie, faisant référence à ma mère, décédée 5 ans auparavant. Les larmes qui coulaient sur mes joues à ce moment-là portaient des décennies d'amour, de protection et d'espoir. Je pensais à la façon dont mon intervention courageuse avait ouvert la voie à ce moment de pure joie familiale. Les mois qui suivirent furent marqués par des préparatifs emplis d'amour et d'attente. Sophie et Marc transformèrent le petit bureau de leur appartement en une charmante chambre d'enfant, peignant les murs d'un jaune doux qui rappelait les champs de tournesol de la Provence. J'y contribuais avec des meubles que j'avais gardés au grenier. Le berceau en chêne que mon mari avait construit pour Sophie, maintenant restauré avec un nouveau vernis et de nouveaux coussins. Les après-midi, j'aidais Sophie à tricoter des couvertures et des bonnets, une activité que je n'avais pas pratiquée depuis des décennies. Ses mains, désormais plus sûres et déterminées que lors des moments difficiles avec Julien, créaient de petites œuvres d'art en laine douce. « Tu te souviens quand j'étais petite et que tu m'as appris à tricoter ?» demanda-t-elle, un après-midi pluvieux de novembre, alors que nous terminions une petite veste rose pâle. Je détestais ça à l'époque. Je trouvais ça ennuyeux. Maintenant, je comprends que tu m'enseignais la patience et la minutie. Ces mots m'émurent profondément, montrant comment les leçons de la vie se révèlent quand on s'y attend le moins, connectant les générations par de simples gestes d'amour. L'hiver apporta des défis inattendus lorsque Julien réapparut, cette fois avec une proposition dérangeante. Un matin glacial de décembre, il frappa à ma porte avec une expression déterminée que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Claire, j'ai appris que Sophie m'a cherché. » mentit-il effrontément, espérant que je le croirais et le laisserais rentrer dans sa vie. Mais je connaissais trop bien ma fille pour croire à cette fantaisie désespérée. « Julien !» répondis-je calmement,
laissant la porte entr'ouverte juste assez pour notre conversation. Sophie est heureuse maintenant. Elle construit une famille avec quelqu'un qui la valorise vraiment. Vous avez perdu ce droit quand vous avez choisi la trahison. Il tenta de discuter, inventant des histoires de regrets et de changements. Mais je pouvais voir dans ses yeux la même malhonnêteté que j'avais détectée lors de ce déjeuner fatal des années auparavant. « Si vous aimiez vraiment Sophie, continuai-je, vous respecteriez son bonheur et continueriez votre vie. » Je fermai la porte doucement, mais avec fermeté. À travers la fenêtre, je l'observais s'éloigner lentement dans la rue enneigée, sachant que ce serait probablement notre dernière conversation. Le printemps 2025 arriva avec la plus douce promesse que la vie puisse offrir. Un matin ensoleillé de mars, je reçus l'appel que j'attendais depuis des mois. Sophie était en travail. Je courus à l'hôpital Édouard Herriot, mon cœur battant d'anxiété et d'excitation. Je trouvai Marc dans le couloir de la maternité, faisant les 100 pas nerveusement, ses mains tremblant légèrement. « Comment va-t-elle » demandai-je, lui tenant les bras pour le rassurer. « Forte comme toujours » répondit-il avec un sourire qui mêlait préoccupation et admiration. « Elle te réclamait. » Nous passâmes les heures suivantes ensemble, partageant de mauvais cafés de la machine automatique et échangeant des histoires sur Sophie pour calmer nos nerfs. Quand le médecin apparut enfin, le visage radieux, annonçant que tout s'était déroulé parfaitement, je ressentis une profonde gratitude pour tous les chemins difficiles qui nous avaient menés à ce moment magique. Élise était venue au monde, en pleine santé et parfaite, portant dans ses premiers cris tout l'espoir de notre famille renouvelée. Aujourd'hui, tenant ma petite fille dans mes bras pour la première fois, je comprends parfaitement le sens de cette phrase qui a tout changé. Vous avez choisi la mauvaise personne à tromper. Il ne s'agissait pas seulement de Julien essayant de me tromper, mais de lui essayant de tromper le destin, croyant qu'il pouvait avoir Sophie sans la mériter véritablement. Élise a les yeux bleus de son père et le sourire déterminé de sa mère. Une combinaison parfaite de deux personnes qui se sont choisies avec honnêteté et respect mutuel. Tandis que j'observe Sophie allaiter sa fille, rayonnante de bonheur sincère, je sais que cette décision courageuse d'affronter la vérité a été la meilleure que j'ai jamais prise dans ma vie. Parfois, nous sommes appelés à être le gardien des rêves de ceux que nous aimons, même si cela signifie causer une douleur temporaire pour éviter une souffrance durable. Élise grandira dans un foyer où l'amour est basé sur la vérité, où les rêves sont soutenus inconditionnellement et où elle apprendra qu'elle mérite d'être aimée exactement comme elle est. Cette petite enfant est le symbole vivant que, lorsque nous protégeons ceux que nous aimons des mauvaises personnes, nous ouvrons la porte aux bonnes personnes pour qu'elles entrent dans leur vie et créent quelque chose de vraiment beau. Les premiers mois de la vie d'Élise ont transformé notre dynamique familiale d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Ma routine incluait désormais des visites quotidiennes à l'appartement de Sophie, apportant des soupes nutritives et du pain fait maison pour l'aider dans sa récupération post-partum. Il était fascinant d'observer comment ma fille s'était transformée en une mère intuitive et confiante, bien différente de la femme incertaine que Julien avait façonnée pendant des années de mariage. Marc s'est révélé être un père dévoué, se levant la nuit pour changer les couches et permettant à Sophie de se reposer entre les tétés. Un après-midi ensoleillé d'avril, tandis que je berçais Élise dans le jardin de l'appartement, Sophie me parla de ses nouveaux projets. En plus du doctorat, elle écrivait un livre sur la maternité dans la littérature française contemporaine. « Tu sais, maman, » dit-elle, observant les pétales de cerisier danser dans la brise printanière, « je ne me suis jamais sentie aussi épanouie. C'est comme si je savais enfin qui je suis et ce que je veux de la vie. » Ces mots résonnèrent dans mon cœur comme une confirmation que toutes les batailles affrontées avaient valu chaque larme versée. L'été apporta des visites inattendues qui mirent à l'épreuve notre sérénité retrouvée.
Un après-midi chaud de juillet, tandis que je gardais Élise pour que Sophie puisse travailler sur sa recherche, le téléphone sonna avec insistance. C'était Julien, appelant d'un numéro inconnu après des mois de silence. « Claire, j'ai appris que Sophie a eu une fille. Je dois la voir, je dois connaître. »« Arrêtez-la !» l'interrompis-je fermement, observant Élise dormir paisiblement dans mes bras. « Cet enfant n'a rien à voir avec vous. Sophie a construit une nouvelle famille, basée sur l'amour véritable et le respect mutuel. » Sa voix montrait un mélange de désespoir et de colère qui me rendit attentive. « Vous n'avez pas le droit de décider cela !» cria-t-il au téléphone. « J'ai des droits comme… » « Vous avez perdu tous vos droits quand vous avez trahi ma fille, » répondis-je calmement, mais avec une fermeté absolue. Je raccrochai le téléphone et appelai immédiatement Sophie, l'alertant de l'appel. Elle écouta en silence, puis soupira. « Merci de me protéger une fois de plus, maman. Il ne comprendra jamais que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. » L'automne arriva avec des changements significatifs dans la carrière de Sophie, qui défendit sa proposition de doctorat avec mention, impressionnant le jury avec sa recherche sur maternité et identité féminine dans la littérature francophone contemporaine. Élise, maintenant âgée de 6 mois, était un bébé curieux et souriant qui enchantait tout le monde. Les après-midi d'automne, je l'emmenais en promenade au parc de la Tête d'Or, lui montrant les cygnes noirs sur le lac et lui racontant des histoires sur sa mère enfant. Marc avait été promu professeur titulaire à l'université, permettant à la famille d'avoir plus de stabilité financière. Un après-midi doré d'octobre, alors que nous regardions Élise essayer d'atteindre les feuilles colorées qui pendaient au-dessus de sa poussette, Sophie me surprit par une confession inattendue. « Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'étais encore avec Julien quand je suis tombée enceinte. Il m'aurait probablement convaincue de repousser mes études indéfiniment. » Ces mots me firent me réfléchir à la façon dont une seule décision courageuse peut altérer le cours de générations entières, protégeant non seulement notre fille, mais aussi notre future petite-fille. L'hiver apporta les premiers mots d'Élise, qui commença à balbutier « maman » et « papa », avec une clarté qui nous émouvait profondément. Par une nuit enneigée de décembre, alors que la famille se réunissait pour le dîner de Noël, j'observais l'harmonie parfaite entre Sophie et Marc, partageant naturellement les tâches ménagères et les soins du bébé. La table était ornée de bougies dorées et de décorations de houx que j'avais préparées, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le froid extérieur. Pendant le dîner composé de foie gras, de saumon fumé et d'une traditionnelle bûche de Noël, nous parlâmes des projets pour l'année à venir. Sophie avait l'intention de commencer à écrire sa thèse de doctorat pendant les vacances d'été, tandis que Marc envisageait de publier un livre sur l'histoire médiévale française. Élise, assise dans sa chaise haute, observait tout avec de grands yeux curieux, parfois tendant ses petites mains pour atteindre les lumières scintillantes du sapin de Noël. « C'est notre premier Noël en famille au complet », dit Marc, levant sa coupe de champagne. « Et j'espère que ce sera le premier d'une longue série. Nous avons trinqué au bonheur, à la famille et aux deuxièmes chances que la vie nous offre quand nous avons le courage de nous battre pour ce qui est juste. » Le printemps 2026 marqua le 2e anniversaire de ma confrontation avec Julien, une date que nous célébrons désormais silencieusement comme un tournant dans nos vies. Sophie était devenue une mère confiante et une universitaire respectée, équilibrant magistralement ses responsabilités familiales et professionnelles. Élise, marchant maintenant à pas hésitants, explorait le monde avec une curiosité insatiable qui me rappelait sa mère au même âge. Marc proposa d'agrandir la famille, suggérant qu'Élise avait besoin d'un petit frère ou d'une petite sœur. Lors d'un pique-nique familial au parc des Hauteurs, alors que nous observions Élise poursuivre des papillons parmi les fleurs sauvages, Sophie annonça qu'elle était à nouveau enceinte. La joie que nous ressentîmes en ce moment doré d'avril
avec le soleil filtrant à travers les feuilles vertes des chênes, était indescriptiblement pure. « Cette fois, ce sera un garçon, » dit-elle, rayonnante de sourire. « Nous voulons l'appeler Henri, comme papa. » Mon cœur se remplit d'une profonde gratitude d'avoir eu le courage de prononcer ces mots transformateurs 2 ans plus tôt, ouvrant la voie à ce bonheur multiplié. Aujourd'hui, en réfléchissant au chemin qui nous a menés à ce moment de plénitude familiale, je comprends que confronter Julien ce matin froid n'était pas seulement une question de protéger Sophie d'une trahison. C'était une question de défendre son droit à une vie authentique et épanouie. Élise joue dans le jardin tandis que Sophie, enceinte de 6 mois, travaille sur sa thèse sur l'identité maternelle dans la littérature contemporaine. Marc arrivera bientôt de l'université, apportant des fleurs fraîches et des histoires amusantes de ses étudiants. Cette scène de bonheur domestique, si simple et en même temps si précieuse, existe parce qu'une mère a eu le courage de dire la vérité quand il était plus facile de rester silencieuse. « Vous avez choisi la mauvaise personne à tromper » n'était pas seulement une phrase, c'était un manifeste d'amour maternel, un cri de guerre en défense des rêves de ma fille, et une déclaration que certaines personnes méritent soit simplement plus que des miettes d'affection. Aujourd'hui, en voyant la famille que Sophie a construite sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'amour sincère, je sais que cette décision courageuse a semé les graines d'un bonheur qui continuera à fleurir pendant des générations. Parfois, être mère signifie être le gardien implacable des rêves de nos enfants, même lorsque le monde entier nous demande d'être compréhensive avec ceux qui les blessent.